Alors, on est ravis d'être là parmi vous avec Étienne pour co-animer cette table ronde. Étienne, tu es directeur des éditions de l'EHESS, directeur d'études à l'EHESS, historien. Et moi-même, je suis Astrid Hachevaux. Je pense que je connais la majorité d'entre vous. Donc, je travaille au CNRS et je suis chargée du soutien à l'édition scientifique et du développement de l'accès ouvert. On va donc vous parler aujourd'hui des éditeurs scientifiques publics et de leur lien avec les pôles. Cette table ronde, elle a été intitulée par le réseau Repère Éditeurs scientifiques publics et pôles, quelle collaboration au service des revues. Donc cette table ronde, en fait, elle va avoir plusieurs moments. Un moment d'introduction réalisé par Étienne et moi-même, et puis un moment d'exposé des 3 sites présents. Et enfin, un moment en fait d'échange et de débat de 40 minutes qui laissera ensuite la place à un quart d'heure de discussion avec l'ensemble de la salle oui, puisqu'il n'y a pas d'auditeurs en visio. Donc, je vous propose qu'on entame en fait cette séquence. Donc, notre problématique, éditeur scientifique public et pôle, quelle collaboration au service des revues? Alors, la formulation de la table ronde, on en discutait avec Étienne, ne doit pas nous induire en erreur, même si Nicolas Telly disait « nous sommes tous embarqués », qui est une formule pascalienne que je te reprendrai bien volontiers. Et nous voudrions commencer par donner quelques précisions et définitions, en fait. Tout d'abord, en disant qu'il faut à tout prix éviter un face-à-face, voire une confrontation entre la notion d'éditeur scientifique public et la notion de pôle éditorial. Ce ne sont pas deux blocs qui s'opposent. C'est donc dans cet esprit de collaboration et de concorde dont parlait Odile, au sens premier latin de collaborer, labor cum, c'est-à-dire de travailler ensemble, qu'on voudrait aborder les choses et inviter tout le monde à réfléchir en tenant compte d'une profonde diversité des acteurs que Odile a retracés. On peut considérer que le tournant numérique et les stratégies qui en sont nées ont abouti à une sorte de complexification, Odile l'a bien dit, un mode complexe, une complexification considérable du paysage éditorial. Moi, je parlerais volontiers d'une image de kaléidoscopique, en fait, de l'édition scientifique publique. C'est à la fois un signe de dynamisme, mais aussi, et il faut le saluer, mais peut-être aussi un symptôme de crise sur lequel on va être amené à réfléchir tous ensemble pendant ces quelques instants. Il est important de rappeler le contexte spécifique dans lequel nous travaillons ce matin, qui met la dimension territoriale sur la devant de la scène, puisque nous avons trois sites en fait qui interviennent. Donc Clermont-Ferrand, Dijon-Besançon et le site Grand Ouest, Rennes-Brest. Sous la terminologie de pôle éditorial, en fait, nous, on entendra une alliance locale de plusieurs acteurs institutionnels, au minimum 2, qui s'associent pour mettre des moyens en regard d'objectifs éditoriaux communs. En ce sens, on peut rapprocher le fonctionnement des pôles éditoriaux de celui des ateliers de la donnée, voisins qui s'occupent de la donnée. Ils procèdent tous deux d'une logique de site, à la différence près que les objets dont ils s'occupent ne sont pas les données de recherche, mais bien les revues dans notre esprit. Il ne faut pas donc présupposer une homogénéité de cette notion de pôle qui recouvre une diversité des contextes locaux et des formes d'organisation très grandes. Et c'est d'ailleurs une partie de l'intérêt de cette table ronde de pouvoir clarifier cette notion parfois floue. Ils ne sont pas semblables. Vous verrez qu'entre Clermont-Ferrand et Rennes, de grandes disparités vont surgir. Par conséquent, je vous propose plutôt avec Étienne, dans une journée qui est oblitérée repère, dédiée plutôt aux pépinières de revues, qu'on oublie un peu cette notion de pôle éditorial pour comprendre quels sont les acteurs qui peuvent allier leurs forces pour prendre en charge les revues et assurer la soutenabilité générale de cette prise en charge. On va regarder comment le microcosme local s'organise et dans quel ordre pour comprendre ce qu'il s'est passé à Clermont, à Dijon et à Besançon et à Rennes. C'est donc pas tant de pôle éditorial qui va être question aujourd'hui que de comprendre ce qui existe, ce qui fonctionne sur 3 sites différents pour accompagner la production des revues en modèle diamant. Alors, le modèle diamant, je rappelle, c'est un modèle où le lecteur ne paye pas pour lire et où l'auteur ne paye pas pour être publié. À travers ces 3 exemples, vous verrez comment chaque logique locale a pu se consolider le temps aidant et qui a été à l'œuvre pour les construire. La presse universitaire,
tout émergé à partir de la fin des années 70, début 80, essor 90. Et puis les laboratoires et des acteurs d'un nouveau genre que le numérique a amené avec ses nouveaux outils, ses nouveaux standards et des modèles de diffusion de la résultats de la recherche nouveaux. Science ouverte oblige, en diapason de tous ces sites, on trouvera donc le diamant. Il n'existe pas de formule magique pour parvenir à ce diamant, même si aujourd'hui des scientifiques savent les reproduire de façon synthétique. On retrouve tout de même souvent les mêmes mots-clés enchevêtrés, vous verrez, c'est les mêmes briques, hein, les mêmes ingrédients. Voilà. Je peux peut-être jouer aux apprentis chimistes aujourd'hui, autour de l'accompagnement de ces revues diamants. Parmi ces briques, alors, il y a la pépinière, que nous, on entend comme l'hébergement local temporaire de plusieurs revues avec un accompagnement en bonne pratique, le temps que la revue arrive à une certaine maturité pour être replantée dans des jardins moins locaux. La presse universitaire ou le service d'édition institutionnelle, je vous renvoie là au rapport de Caroline Dandurand qui les compare aux publishers en anglais, et aussi les MSH, hein, qui existent depuis 20 ans, qui sont 22 dans l'Hexagone, relais des infrastructures de recherche étoiles, berceau de l'interdisciplinarité et à la croisée des chemins entre le CNRS et les universités interinstitutionnelles. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux moi aussi d'être avec vous ce matin et je prends le relais immédiatement d'Astrid parce que si la question des pôles éditoriaux mérite une lecture plus fine et mérite d'être développée dans toute sa complexité, c'est le cas également de l'autre terme de notre intitulé, c'est-à-dire les éditeurs scientifiques publics qui ne constituent pas non plus un bloc. Et le rapport de Caroline Dandurand que Astrid vient d'évoquer, le réseau qui en découle et qui est désormais animé par Séverine Guiton en témoigne bien. On a affaire à une grande variété de statuts dans le monde éditorial. Et je crois que ça, pour les gens qui ont regardé le travail accompli par Caroline Dandurand, c'était un des aspects les plus frappants. Et le mode de visualisation qu'elle a choisi était de ce point de vue extrêmement spectaculaire. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'on donnait le même nom à des entités qui étaient en réalité d'une très grande diversité et que, par conséquent, les interlocuteurs et les interlocutrices, les gens qui sont engagés dans les pépinières, dans les pôles, dans les MSH, sont en pratique extrêmement différents selon les circonstances. Tous les éditeurs scientifiques n'ont pas les mêmes prérogatives, n'ont évidemment pas les mêmes budgets, le même nombre de postes, mais n'ont pas très souvent ni les mêmes compétences, ni les mêmes cadres juridiques. Et cette hétérogénéité est un aspect essentiel du débat puisque nous allons comparer des éléments qui vont nécessiter, disons, d'accommoder le regard au sens propre. Et finalement, il nous faudra considérer qu'une situation qui pourrait paraître classique, c'est-à-dire celle où on aurait un pôle éditorial localisé dans une MSH et travaillant avec les presses universitaires d'une université, ça n'est pas la règle. C'est une des situations possibles, mais en pratique, on va voir qu'il y a une diversité de mise en œuvre de ce schéma idéal. Et je crois que c'est ça qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire prendre la mesure de cette diversité à partir d'expériences localisées, essayer de la comprendre et essayer aussi de contribuer, je dirais, à l'organiser. Parce qu'en effet, toutes les mutations récentes de l'édition scientifique qu'Astrid a évoquées se sont accompagnées, on le voit bien, d'un développement de structures qui traduisent un besoin d'organisation. C'est-à-dire que, outre les pôles et les presses universitaires, il faut citer les réseaux. On est aujourd'hui les invités de repère, mais on peut évidemment penser à Médicis, à Mirabel. On peut citer les événements scientifiques comme les rencontres de l'édition en sciences humaines et sociales à Condorcet. Mais on peut citer aussi l'Alliance, dont je parlais à l'instant à propos de Séverine Guiton, ou l'Observatoire de l'édition scientifique qui se réunit cet après-midi à Paris. Donc, Odile va à l'Observatoire. Moi, comme Pierre-Henri, nous serons ici avec vous. C'est-à-dire qu'il y a tellement maintenant d'organismes qui gèrent l'édition qu'on n'arrive plus à être à deux endroits en même temps pour suivre le rythme. Alors, je crois que la multiplication de ces expériences institutionnelles, elle est intéressante. Et c'est un des éléments, je crois, qui sont à l'arrière-plan de la réflexion qu'on doit mener parce que
on voit qu'il n'est pas toujours entièrement simple d'y voir clair. C'est-à-dire que cette efflorescence, elle est porteuse d'une véritable richesse, hein, c'est indéniable, et il y a beaucoup à partager de cette diversité d'expériences, mais cette efflorescence est aussi porteuse d'un risque de dispersion ou d'illisibilité. Et si on souhaitait le dire en introduction, c'est aussi parce que, bon, tant qu'à pas une journée ou 2 heures pour discuter, autant aller au fond des choses et poser tout de suite la question. C'est vrai qu'une des questions posées par la situation éditoriale dans laquelle on est et qu'on aimerait affronter, Astrid et moi, avec vous, c'est cette question. C'est-à-dire cette question de la multiplication des expériences et, au fond, on part de l'idée que le partage pourrait favoriser ce qu'on appellerait volontiers une sorte d'interopérabilité au sens figuré, c'est-à-dire non plus au sens des systèmes techniques, mais au sens des formes d'organisation et de production des revues scientifiques, pour ne pas perdre de vue ce que sont tout de même les objectifs essentiels de notre investissement collectif, c'est-à-dire la garantie de la qualité scientifique de ce que nous produisons et la possibilité de continuer le travail éditorial sur les textes sans qu'il soit dissous dans une multiplicité d'autres tâches. Donc, ce qu'on voudrait finalement ici faire dans l'heure et demie qui vient, c'est essayer de contribuer à ce que la complexification technologique et administrative ne se fasse pas au détriment de ce travail éditorial et scientifique, site par site, et que face à ce qui est la révolution la plus profonde qu'ont connue le monde des revues depuis le 19e siècle, c'est-à-dire si vous vous référez au livre de Valérie Thénière, Au bureau de la revue, qui fait une histoire de la revue scientifique depuis le 19e siècle, on voit bien que en réalité, on a à la fois la chance et la malchance d'être les témoins et les acteurs d'un moment de transformation radicale des modes de production et de diffusion du savoir scientifique. Et donc, ce qu'on voudrait finalement, c'est ne pas subir ce changement, mais en faire une opportunité pour continuer à défendre la qualité du travail d'édition scientifique collectivement, c'est-à-dire non pas contre ces nouveaux modes de fonctionnement, mais en tentant de les tourner de manière à servir la collectivité scientifique, universitaire et éditoriale. Donc, je m'arrête ici pour notre introduction à 2 voix. Je repasse la parole un instant à Astrid pour vous présenter le mode de fonctionnement qu'on a élaboré tout aussi collectivement. Alors, dans le périple dans lequel nous vous embarquons, nous allons commencer par Clermont-Ferrand. Ensuite, nous irons à Dijon, à Besançon, et puis nous finirons par le site Grand Ouest qui nous invite. Il nous a semblé que cet ordre de progression était plus logique. Donc, Clermont-Auvergne, vous avez la parole. Vous êtes 3, Camille Tardif, Camille Meyer, Sophie Chiari-Lasserre. Donc, Claude, vous êtes assistante d'édition aux presses universitaires Blaise Pascal. Camille, vous êtes éditrice au Pollen, qui est donc la pépinière locale. Et Sophie Chiari-Lasserre, vous êtes directrice de la MSH Clermont et également directrice des presses universitaires Blaise Pascal. Par ailleurs, vous êtes plutôt professeure de littérature anglaise, me semble-t-il. Tout à fait. La parole est à vous, Clermont. Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes très heureuses d'être invitées aujourd'hui aux 4e Journées Repères pour vous présenter les relations entre les presses universitaires Blaise Pascal et le pôle éditorial numérique de l'université Clermont-Auvergne. Donc, nous allons commencer par une présentation des presses universitaires Blaise Pascal et je laisse la parole à mes collègues en visio. Bonjour à tous, je suis donc Claude Tardif, assistante d'édition aux presses universitaires Blaise Pascal, créée en 1999, rattachée depuis 2008 à la Maison des sciences de l'homme de Clermont-Ferrand. Les presses universitaires Blaise Pascal assurent la publication, la diffusion et la valorisation des travaux de recherche en sciences humaines et sociales de l'université Clermont-Auvergne. Le catalogue des PUBP, composé d'une vingtaine de collections actives et enrichi de 25 nouveautés en moyenne par an, aborde les grands domaines des sciences humaines et sociales, histoire, histoire de l'art, archéologie, littérature, linguistique, géographie, sciences de l'éducation, etc., mais s'ouvre aussi à des publications issues des sciences fondamentales, telles que le volcanisme, la botanique, à des beaux livres de vulgarisation et à des sujets sociétaux actuels. Les PUBP assurent également la publication d'une revue papier
le courrier Blaise Pascal. Depuis 2016, la plupart des ouvrages sont conjointement publiés en version papier, numérique et EPUB. La mise en place de procédures d'expertise interne et externe d'un comité éditorial où sont représentés les différents secteurs scientifiques vise à garantir la pertinence et la qualité des publications. Les ouvrages sont commercialisés grâce à un tout nouveau site marchand et diffusés par la Fondation Maison des sciences de l'homme. En 2020, une collection littérature est disponible sur Open Edition Books. 11 numéros sont proposés en accès freemium. Je laisse la parole à Madame Carry qui va vous présenter la restructuration en cours de notre service. Merci beaucoup Claude. Bonjour à tous. Donc, les presses, c'est une équipe de 6 personnes, jusqu'en juin dernier, dirigée par un enseignant-chercheur. Parmi ces 6 personnes, 3 s'occupent de la PAO. Il y a également un chargé de diffusion, une gestionnaire, puis bientôt un responsable éditorial. Cette restructuration en cours va nous amener, nous l'espérons, peut-être davantage de temps, un temps organisé différemment en tout cas, pour œuvrer davantage en faveur de la science ouverte avec davantage de collections en open access, puisque d'autres collections que littérature seraient intéressées et éligibles. Ainsi, les presses qui sont parfaitement insérées dans la MSH de Clermont-Ferrand, alors c'est une MSH qui réunit 15 laboratoires associés, 4 plateformes technologiques. Ces presses vont désormais fonctionner avec des statuts renouvelés et une direction que nous avons souhaitée collégiale. Il y aura désormais un responsable éditorial à partir du mois de janvier, une directrice scientifique, la directrice de la MSH ou le directeur de la MSH, un président du comité éditorial. Nous avons prévu d'organiser 3 comités éditoriaux par an avec une volonté d'élargissement de la force de frappe des presses universitaires Blaise Pascal, qui est déjà assez importante puisque Claude vous a parlé de 25 ouvrages par an. On peut arriver jusqu'à 30 avec des collections signatures comme Graphème ou comme L'Opportune. Et il y a aussi une volonté d'une plus grande fluidité dans la circulation de l'information entre nos laboratoires et les presses, et puis bien sûr entre les membres des presses eux-mêmes. Je rajoute enfin qu'à l'initiative de la MSH, les presses universitaires Blaise Pascal publient désormais tous les 2 ans un ouvrage qui est lauréat d'un prix national soutenu par le réseau national des MSH. Donc, c'est un ouvrage qui est lauréat du prix Jeune chercheuse et jeune chercheur Jean-Philippe Louis. Et je donne la parole à nouveau à Camille. Merci beaucoup. Je vais désormais maintenant vous présenter le pôle éditorial numérique. Donc, c'est la pépinière de revues de l'Université Clermont-Auvergne qui s'appelle le POLEN. C'est l'acronyme donc de pôle éditorial numérique. Donc, c'est un service commun de l'Université Clermont-Auvergne qui est dirigé par Anne Rouette, qui est aussi professeure de littérature anglaise. Ce service comporte, on peut dire, 1,5 ETP. Donc, un ETP, donc moi-même, qui suis coordinatrice du Pollen et éditrice de revues numériques, un informaticien qui consacre 5% de son temps à l'administration technique et la mise à jour de la plateforme, et bien sûr, le temps de travail que la directrice consacre au Pollen. La gouvernance du Pollen est assurée par un comité de pilotage composé des représentants de la gouvernance de l'université et des structures qui exercent une activité éditoriale, donc les PUBP, les éditions du CMH, ou qui œuvrent à la diffusion en libre accès du savoir, comme le service Sciences ouvertes. Le Pollen donc, est une pépinière de 11 revues qui comporte 8 revues en sciences humaines et sociales et 3 revues en STM. Parmi les revues en SHS, 2 sont consacrées à la littérature, Viatica, sociopoétique, une à l'histoire, siècle, une au droit, la revue du Centre Michel de l'Hospital, une à la linguistique, signifiance, une aux sciences de l'information et civilisation étrangère, Kéros, et enfin une autre consacrée à l'œuvre de Blaise Pascal sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Ces revues sont éditées selon les bonnes pratiques de la science ouverte. Sur le plan juridique,
Les revues sont disponibles sous licence CC BY et nous avons mis en place les contrats de cession de droits non exclusifs disponibles sur le site Ouvrir la Science. Sur le plan éditorial, nous nous référons à la charte qualité des revues en open access du Pollen qui reprend en fait les critères Kiro et les critères internationaux de qualité de revues en open access. Nous assurons pour 4 de ces revues en SHS, le secrétariat d'édition, du suivi de l'expertise à la mise en ligne. Sur le plan pédagogique, nous formons les équipes des revues aux outils d'édition structurés. Donc, nous formons les équipes des revues qui le demandent, aux outils d'édition structurés, donc OJS, METOP et LODEL. Sur le plan du référencement, les revues sont toutes dotées de DOI référencées dans les bases de données nationales et internationales. Donc, l'objectif du Pollen est d'améliorer la qualité éditoriale des revues pour soutenir leur candidature sur les plateformes nationales. 3 revues du Pollen sont accessibles sur Open Edition, Siècle, Courrier Blaise Pascal et Biatica. Alors, nous pouvons dire que les liens entre les PUBP et le Pollen sont très étroits, car ils étaient à l'origine rassemblés. Le Pollen a effectivement été créé au moment où les PUBP ont commencé à éditer des revues en SHS et où la BU a commencé à mettre à disposition des porteurs de revues la plateforme Open Journal System. Et le Pollen a justement été créé pour décider avec tous les acteurs quelle est la meilleure politique et quels sont les meilleurs outils pour soutenir et accompagner les revues numériques en accès ouvert. D'où le recrutement en 2016 d'une coordinatrice du Pollen, secrétaire d'édition des PUBP, donc moi-même, la formation METOP dispensée en 2017 par Dominique Roux et Edith Canet au PUBP, et la construction en 2018 de la plateforme LODEL de l'UCA. En 2020, il est décidé, pour plus de cohérence et pour mieux soutenir les revues, de séparer les PUBP et le Pollen en 2 services distincts, les PUBP assurant l'édition des ouvrages et des revues papier, le Pollen coordonnant l'accompagnement et l'édition des revues numériques. Si les presses et le Pollen sont désormais séparés, je garde pourtant présent en moi cet héritage des presses, cette exigence de qualité éditoriale, de pertinence scientifique et de travail sur le texte. Donc, les PUBP assurent la publication papier du courrier Blaise Pascal, publié par le Centre international Blaise Pascal avec le soutien de l'IRIM. Chaque numéro annuel présente des études relatives à la pensée, aux écrits philosophiques, mathématiques, religieux de Blaise Pascal. Figure locale majeure puisque notre appellation commerciale est Presse universitaire Blaise Pascal et que nous avons été Université Blaise Pascal jusqu'en 2017, date de fusion des 2 universités clermontoises. Et à cela, il faut ajouter que le Pollen a procédé donc à l'édition électronique du courrier du Centre international Blaise Pascal, dont tous les numéros sont accessibles sur Open Edition depuis 1978. L'enjeu à venir est de fédérer les 2 structures, les PUBP et le Pollen, en construisant un pôle éditorial structuré et unifié. En 2021, un groupe de travail a été constitué, coordonné par la chargée de mission Sciences ouvertes de l'Université Clermont-Auvergne. Les 2 services ont dressé l'état des lieux de leurs compétences respectives. L'objectif est d'offrir une structure cohérente, visible et lisible au service de la communauté scientifique. Cet objectif est inscrit dans le contrat et le projet d'établissement au service de la science ouverte. L'enjeu est d'encourager les nouveaux modèles de diffusion en accès ouvert en mettant en place un service pôle éditorial UCA Science ouverte, fédérant l'ensemble des services existants. Merci de votre attention. Et un petit mot de conclusion. Merci beaucoup, Camille. Donc, en fait, vous aurez compris qu'on se projette à moyen et à long terme dans ce service éditorial fédérateur qui permettrait d'éviter tout morcellement éditorial au sein de notre établissement. Et bien sûr, la MSH jouera le rôle qui lui incombe dans cette perspective, sachant que l'édition est l'une des lignes de force de la MSH clermontoise et que l'édition est aussi un axe scientifique majeur et reconnu comme tel de notre institut Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales. Et nous allons, dans l'immédiat, rejoindre l'Alliance des éditeurs scientifiques publics français
qui est en train, comme vous l'avez dit, de se mettre en place avec de potentiels fondateurs comme France Université, le CNRS et l'INRAE. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.